autre page de l'histoire sur France Culture. Voici maintenant le procès Barbie. Le 9 février 1943, rafle de la rue Sainte-Catherine. « 6 avril 1944, rafle des enfants de la maison Lisieux. « 11 août 1944, déportation de 600 juifs et résistants dans le dernier train parti de Lyon à destination des camps de la mort. » L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Le 11 mai 1987 s'ouvre devant la cour d'assises du Rhône le procès de Klaus Barbie, accusé de crimes contre l'humanité. 37 jours d'audience pour établir sa culpabilité. Alors, accusé, quels sont vos noms et prénoms? Altmann Klaus. Vous êtes né à quelle date, s'il vous plaît? 25 octobre 1913. 25 octobre 1913. À quel endroit? Bad Godesberg. À Bad Godesberg. Près de Bonn. Quelle est votre profession? Kaufmann. Commerçant. Commerçant. Et quel est votre domicile au moment de votre arrestation? La Passe. La Passe. Vous nous dites, vous vous appelez Altmann. Votre père s'appelait Barbie. Depuis quand utilisez-vous le patronyme de Altmann? Je suis nationalisé depuis le 3 octobre 1957 en Bolivie. 1955. 1957 en Bolivie sous les deux noms, Klaus Altmann et Klaus Barbie. Mémoire, histoire et justice, le procès Barbie. J'ai toujours dit que je ne comprenais pas. Pourquoi dans ce procès, comment on pouvait faire un tel procès et ne pas faire le procès des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Algérie? On m'expliquait que ce n'était pas la même chose. L'arrêt de la Cour de cassation va dans mon sens, puisqu'en somme, il définit comme crime contre l'humanité toutes les horreurs de la guerre. On n'évitera pas une espèce de généralisation, et ça va être tout le système de défense de Barbie. Bon, d'accord, est-ce qu'il ne fallait pas torturer pour savoir, pour avoir des informations? Bon, on expliquera que les Français ont fait exactement la même chose en Algérie, etc., etc. Massu, dans ses livres, avoue qu'il y a eu la torture. Le colonel Argout avoue dans ses livres que les parachutistes, dans leur station de repos, pour tromper leur ennui, massacraient des femmes et des enfants. Mercredi 1er juillet 1987, 35e audience. Maître Vergès, nous vous écoutons. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais tout d'abord, au nom de la défense unanime, et quand je dis la défense, c'est avec l'aval de notre client, nous incliner devant la lutte des résistants. Et quand nous le faisons, personne ne peut nous contester ce droit, car les peuples africains ont été les premiers engagés dans ce combat. Et moi-même, j'y ai passé ma jeunesse. Nous voudrions nous incliner devant la souffrance des Juifs et des Tziganes. Et personne ne peut nous contester ce droit, car le racisme, figurez-vous, nous savons ce que c'est. Nous nous inclinons devant le martyre des enfants d'Isieux, parce que nous portons le deuil des enfants algériens et que nous ne séparons pas dans la mort les victimes.
La lutte contre le racisme aurait pu dresser entre vous et nous des passerelles. Nous verrons ce qu'il en a été. En tout cas, la question est posée, la question a été posée par nous, et nous seuls, avant le procès. C'est la question de savoir si le crime contre l'humanité devait être seulement orienté vers le passé, si ce n'était pas une question d'actualité et la question principale de notre temps. Vous avez bien voulu, messieurs des partis civils, en essayant de répondre à ces questions, vous avez bien voulu finalement l'introduire dans ce débat. Et la défense se réjouit qu'à votre suite, mais allant plus loin que vous, le procureur général, dans la première partie de son réquisitoire, ait bien voulu admettre que cette notion de crime contre l'humanité est une notion qui n'est pas encore fixée, une notion qui varie, une notion qui oppose les cours françaises entre elles, mais qu'avec la position prise par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, il n'est plus possible de faire en sorte que l'actualité n'entre pas dans ce procès. L'entrée de cette actualité dans le procès, qui souligne pour vous, Monsieur le Président et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les jurés, l'importance de la décision que vous allez rendre. Cette entrée dans ce prétoire du problème essentiel de notre temps concernant les crimes contre l'humanité, il était normal que les peuples africains qui ont été présents à tous les rendez-vous de la lutte contre le nazisme soient ici dans ce procès symboliquement représenté. Je ne voudrais pas, dans cette introduction aujourd'hui, m'étendre trop longtemps. Je voudrais, à propos de la lutte contre le racisme et de la lutte contre le nazisme, rappeler simplement certains rendez-vous de l'histoire. Rendez-vous où les peuples africains ont répondu présents, parfois avant d'autres qui aujourd'hui contestent leur présence à ce procès. Juin 40, tandis que la France, frappée de stupeur, hésite encore entre les invitations à la résignation, au double jeu, à la lâcheté. Venant de Vichy, à l'appel d'un maréchal de France, et les appels au courage, au combat, venant de Londres, lancés dans une solitude tragique par celui qui se décrit lui-même dans ses mémoires de guerre, chef d'État sans constitution, sans électeurs, sans capitale, officier portant si peu d'étoiles, Français condamné par le gouvernement légal, vilipendé par les notables, tandis que la France, frappée de stupeur, hésite, l'armée allemande, la Wehrmacht, dont le général Bastian est venu ici chanter les louanges. Je dis bien l'armée allemande, la Wehrmacht, dont vous n'avez pas évoqué le nom, Monsieur le procureur général, dans votre réquisitoire, par ailleurs si intéressant. La Wehrmacht se livrait en France, à l'Ouest, à ses premiers crimes contre l'humanité. Crimes, malheureusement, que l'oubli collectif passe aux profits et pertes de la guerre, et que personne, hélas, messieurs, personne, dans cette enceinte, n'a encore évoqué l'amitié entre les peuples, si souvent invoquée, et elle aussi sélective, discriminatoire, et sur la pire base qui soit, celle que vous savez,
Ces morts étaient sans doute, comme on dit au pays de l'apartheid, des morts de couleur. Pourtant, dans toute la France, leur sang crie. Ici même, à Lyon, depuis le début de ce procès, nous avons, mes confrères et moi, nous sommes allés à Tassin, sur la Nationale 89. Vous connaissez, avenue Victor Hugo, vous connaissez. Sous le pont du chemin de fer, nous sommes allés, nous recueillir devant le mur longtemps couvert de flaques de sang noircies. Nous étions seuls. C'est un rendez-vous qu'avant ce procès, vous avez oublié. Et pourtant, ce sont les premières victimes en France de l'occupation. Aucune fleur ne paie là l'hommage dû aux tirailleurs fusillés pour la France et fusillés à cause de leur race. À Chasselet, au cimetière des Sénégalais, le savez-vous, gisent 200 soldats du 25e régiment de tirailleurs massacrés les 19 et 20 juin, non pas 1944, mais 1940, en raison de la couleur de leur peau, de la forme de leur nez, de leurs lèvres, définition même du crime contre l'humanité. Là encore, nulle marque de gratitude. Le crime contre l'humanité forcerait-il l'émotion? Mériterait-il la commémoration seulement lorsqu'il frappe des Européens? Nous ne cesserons jamais de répéter cette interrogation fondamentale, car elle occupe le cœur de notre débat. Non pour réclamer vengeance, nous ne sommes pas de ce genre de gens. Leurs assassins sont connus, personne ne les a jamais réclamés, mais pour demander pour eux, de votre part, un simple geste de fraternité, un simple regard, la simple étreinte du souvenir humain. Peut-être le remords saisira-t-il la nation. Peut-être verrons-nous les accusateurs de Barbie demain fleurir de leurs mains les tombes d'autres hommes tombés pour nous. Alors, ce procès n'aura pas été vain et nous n'aurons pas parlé en vain. Nous sommes allés jusqu'à Saint-Didier-au-Mont-d'Or, où ils furent, le savez-vous, qui avait parlé de Saint-Genis-la-Balle, le savez-vous, qui avait parlé d'Oulin, où ils furent plus de 1000 massacrés dans le dos, à la mitrailleuse, achevés à l'arme blanche, et là encore, nulle trace de piété. On nous parle souvent de mémoire, mais un peuple perd la sienne quand il oublie le sacrifice de ses soldats, spécialement quand ces soldats, venus d'au-delà des mers, incarnaient un idéal de fraternité humaine dont on se réclame aujourd'hui. C'est comme s'ils avaient été incinérés et comme si leurs cendres, répandues, offert à tous les vents de la vallée du Rhône. Croyait-on ainsi les oublier, les ensevelir comme un remords? Mais voici qu'ils sont partout, peut-être dans cette poussière, messieurs, que vous époustiez tout à l'heure avant de vous asseoir. À l'instant où nous les évoquons, leur esprit entre dans cette salle. Et croyez-moi, il n'en ressortira pas. Mais de votre part, défenseurs des droits de l'homme, défenseurs de l'amitié entre les peuples, nous attendions un mot de gratitude. Nous attendions au moins un signe de reconnaissance. Et nous le regrettons. Ce mot n'a pas été dit. Ce signe n'est pas venu. Et maintenant, il est trop tard. Parce que votre oubli nous blesse. Parce qu'il nous fait douter du caractère universel
de votre protestation. Vous ne nous avez pas offert pour ces morts-là un simple linceul, pas même ce que dans l'armée on appelle un sac à viande. Eh bien, tranquillisez-vous. Ces morts, les nôtres, rendus à la terre, aux sanglots, à la musique, ces morts ont le plus beau linceul, la mémoire vivante de leur peuple. Une mémoire à ce point vivante qu'elle n'a pas besoin pour exister de la drogue d'un procès. Un homme réagit en ces jours-là en homme, et son nom ne vous étonnera pas, mesdames et messieurs, j'ai nommé Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loire, aux officiers allemands qui le sommaient de signer un protocole accusant les tirailleurs sénégalais d'un nouveau massacre à Saint-Georges-sur-Eure. Il répondit simplement non, évitant ainsi leur extermination. Comme nous connaissons maintenant votre amour pour les nègres, nous avons pensé vous faire plaisir en vous permettant de coucher avec l'un d'eux. L'homme qui s'exprime ainsi n'est pas un Obersturmführer, c'est un lieutenant de la Wehrmacht. Et il l'enferme avec un tirailleur sénégalais dans une maison transformée en prison. Écoutons Jean Moulin. C'est toujours utile. C'est toujours nécessaire. Dans l'obscurité, le brave Sénégalais m'a cédé sa place sur l'unique matelas et s'est couché un peu plus loin. Je lui passe les couvertures car le sol est rempli de débris de verre provenant des vitres brisées pendant le bombardement. Je sais qu'aujourd'hui, je suis allé, c'est Jean Moulin qui parle, jusqu'à la limite de la résistance. Oui, je sais aussi que demain, si cela recommence, je finirai par signer. C'est Jean Moulin qui parle. Le dilemme s'impose de plus en plus. Signer ou disparaître. Fuir, c'est impossible. J'entends le pas régulier des sentinelles, non seulement dans le couloir, mais aussi devant notre unique fenêtre. La mort, dès le début de la guerre, comme des milliers de Français, je l'ai acceptée. Depuis, je l'ai vue de près bien des fois, elle ne me fait pas peur. Mon devoir est tout tracé. J'ai déjà compris le parti que je pourrais tirer de ces débris de verre qui jonchent le sol. Je pense qu'ils peuvent trancher une gorge, à défaut d'un couteau. Quand la résolution est prise, il est simple d'exécuter les gestes nécessaires à l'accomplissement de ce que l'on croit être son devoir. Jean Moulin tente de se suicider. Et aujourd'hui, nous le constatons, 47 ans après, que face à la lâcheté, le suicide de Jean Moulin, chaque fois, messieurs, fait peur. Oui, voilà où l'on va et jusqu'où l'on va quand on commence à discriminer l'intolérable, à trier entre les victimes, à choisir entre les crimes, à établir des degrés dans l'horreur. Je parlais de symboles. À cet égard, beaucoup s'y réunissent. C'est le jour même où les Algériens fêtent leur participation à la victoire commune contre le nazisme, que leur pays et leurs frères sont soumis aux exactions auxquelles ils ont contribué à mettre fin en Europe. Massacres collectifs de civils, tortures, tueries aveugles, et cette dernière image, l'incinération de victimes bien vivantes dans des fours à chaux. Et je dis où? À Héliopolis et à Villars. En ne retenant que les faits précis et prouvés, le général Tubert, général de gendarmerie, chiffrait officiellement à 15 000 les Algériens morts. Quant aux Européens, il dénombra 104. Ces chiffres ne parlent-ils pas? Ils crient 15 000
contre 104. 15 000 morts. Et je vous pose, messieurs, une question simple. Combien d'Oradour tiennent là-dedans? Vous pouvez faire le calcul. Officiellement, ces 15 000 victimes étaient françaises. Un peuple historique, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, un peuple historique comme le nôtre se compose de vivants et de morts. Est-ce aussi en leur nom que vous allez juger Barbie? Je vous demande d'y réfléchir. Vous jugez Barbie au nom du peuple français, et ce peuple français comprend ceux qui sont morts à ce moment-là avec la citoyenneté française. Vous jugez Barbie au nom des 15 000 morts du Constantinois. Réfléchissez-y. Incident regrettable, nous dira-t-on. Escalade incontrôlée de la violence, nous dira-t-on. État de tension exceptionnel, nous dira-t-on. Non, pas de phrase, et surtout plus celle-là, messieurs. 15 000 ou 45 000 morts, chiffre du consul général des États-Unis. On n'escabotera pas ces cadavres avec d'hypocrites demi-regrets qui insultent leur mémoire. En un temps où chacun dresse la comptabilité de ses souffrances et s'en octroie une rente perpétuelle, où des États justifient leurs crimes d'aujourd'hui par leurs épreuves d'hier, le silence du gouvernement algérien est noble, mais il ne s'impose pas à nous. Nous ne l'observerons pas. Il faut étaler tous les comptes et s'en expliquer. Pourquoi les uns appartiendraient-ils aux nobles, aux touchantes victimes des crimes contre l'humanité, quand les autres entreraient dans l'anonymat des regrettables bavures? À quelle taille se jugent les dimensions d'une bavure lorsqu'en une semaine on fusille, on bombarde, on brûle à vif 15 000 hommes, femmes et enfants, en retenant le chiffre du général? Y aurait-il, Monsieur le Président, messieurs de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, y aurait-il jusque dans la mort une hiérarchie qui ferait des uns des morts dignes de mémoire et des autres des morts bons pour l'oubli? Y aurait-il aussi chez les morts un premier et un deuxième collège, comme naguère entre Français et indigènes d'Algérie, deux catégories d'électeurs, la bonne et la mauvaise, et quel racisme funèbre interdirait à Kerata ou à Héliopolis la place qu'occupe Oradour dans notre martyrologe national, pour le plus grand bonheur de nos justiciers à Huyères, engoncés dans leur européocentrisme, pour les orfèvres enfin de la manipulation idéologique des cadavres, dans des buts pas toujours très nets, pas toujours très avouables, pas toujours très propres. Non, les massacres du 8 mai ne sont pas le fruit d'un malheureux concours de circonstances. Nous sommes tranquilles pour 10 ans, s'exclamait un député à l'Assemblée algérienne. Il ne croyait pas si bien dire. À quelques mois près, 10 ans plus tard, la révolution du 1er novembre 1954, qui devait mener l'Algérie à son indépendance, éclatait comme un verdict dont le souvenir l'emportera toujours sur celui de toutes les cours. Cette opinion, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, ne pensez pas qu'elle s'inspire de la défense de Monsieur Barbie aujourd'hui. Il y a plus de 25 ans, le 10 juillet 1961, je l'exprimais dans une lettre à un juge d'instruction. Il m'avait inculpé pour avoir participé, avec mes frères de combat, mes confrères aussi, Maître Ben Abdallah et Ouzdik, à la rédaction d'une brochure où nous réclamions un Nuremberg pour l'Algérie. Et si je me cite, ce n'est pas par vanité, mais pour bien démontrer, vous démontrer, la constance de ma démarche. Monsieur le juge d'instruction, je vous ai dit lors de ma première comparution que j'étais heureux d'être inculpé. Quand l'honneur et les honneurs ne vont plus dans le même sens, il faut savoir préférer en effet être proscrit qu'être ministre. Et mon inculpation au moins signifie que je ne suis pas complice de l'ordre qui règne aujourd'hui en Algérie, en Afrique du Sud et en Angola, et qui est pour les peuples d'Afrique un ordre public assassin. Vous savez comment on m'a répondu? On m'a répondu en m'amnistiant, en même temps qu'on amnistiait ceux que j'accusais. Je ne suis pas contre l'amnistie, messieurs. Je suis pour l'égalité.
Je suis pour l'amnistie à condition qu'on renonce à l'imprescriptibilité. Je suis pour l'imprescriptibilité à condition qu'on renonce à l'amnistie. Mais on ne peut pas tenir ce double langage. À Nuremberg, nous dit-on, c'est l'humanité qui se présentait en accusatrice, singulière humanité à tout le moins, humanité qui regroupait les seuls vainqueurs, mais pas tous les vainqueurs, puisque les peuples coloniaux s'en trouvaient exclus, quand ils y avaient deux fois leur place, comme héros et comme victimes. Héros du combat libérateur et victimes des massacres qui prolongeaient la guerre. Pour parler au nom de l'humanité, il faut, pour le moins, être son émanation véridique et vérifiable, pouvoir parler au nom de tout homme et de tout l'homme. Je suis homme et rien d'humain ne m'est étranger, disait déjà Terence, cet ancien esclave de Rome, né dans cette Afrique du Nord dont nous parlons, à Carthage précisément. Comment peut-on se présenter comme mandataire de l'humanité sans la majorité des hommes qui la constituent? Intellectuellement, cette contradiction ne se surmonte pas. Cela signifie qu'en morale, elle se trouve présente dans ce prétoire, qu'elle plane sur ce procès depuis la première audience et qu'elle veille dans l'esprit de chacun d'entre nous. C'est pour cette raison, je pense, que la présence à cette barre, au cours de ce procès symbole, de cette défense symbolique, s'imposait. Maître Nabil Bouïta. En parlant de génocide rampant, je suis conscient de m'aventurer, y a-t-il un autre mot, sur de bien délicates subtilités sémantiques. Ceux qui pensent qu'il n'y a qu'un seul génocide dans l'histoire de l'humanité me feront le grief d'avoir violé ce qui m'apparaît malheureusement, tristement comme un tabou de langage. Maître Roland Dumas, un homme politique, un confrère que je respecte, attendait un mot de Klaus Barbie. Il nous l'a dit. Il attendait un mot. Les confrères de la partie civile, je le suppose, attendaient également un mot de Klaus Barbie. J'attendais pour ma part un mot de Roland Dumas. J'attendais de ses confrères, dont certains ont été courageux, dont certains ont pu violer ce tabou. J'attendais simplement d'eux un mot. Ils ne l'ont pas prononcé. Que mon confrère maître Roland Dumas, qu'il me comprenne en conséquence de prononcer ce mot à sa place. Et pour ne pas passer d'un premier étage au sommet d'un gratte-ciel, je souhaiterais simplement parler des Palestiniens, ces éléphants malheureux dans le couloir de l'histoire. Pourront-ils encore être évités par le langage, par le regard, par le militantisme, par l'humanité? Ma conscience, mon devoir, mon honneur est de vous en parler aussi sobrement que certaines personnes le voudraient. Je le ferai en faisant parler quelques Israéliens à la barre de l'histoire pour que le monde sache que le monstre comme le phénix renaît de ses cendres. La notion de crime contre l'humanité, concept le plus pauvre du droit, doit être enrichi impérieusement. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, je n'ai pas eu l'occasion, arrivant dans un parachute dans cette affaire, entre guillemets, je n'ai pas eu l'occasion de participer avec Maître Vergès à l'élaboration de la liste des témoins. J'aurais fait citer à la barre, bien sûr, et surtout, le président de la Ligue israélienne des droits de l'homme,
je ne ferai parler aucun arabe sur ce chapitre, je ne ferai parler que des Israéliens. Le président de la Ligue israélienne de droits de l'homme, Israël Shaak, le racisme de l'État d'Israël, il a écrit un ouvrage. Préfaçant l'ouvrage du président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, Elie Lobel écrit « Pour un juif et encore plus pour un Israélien juif, le combat de l'universalité a une signification accrue. Quelque part dans la conscience des gens, même parmi ceux qui ne sont nullement religieux, subsiste quelque chose de la notion de peuple élu, Ataba Hartanu en hébreu. Concrètement, cela signifie que dans le monde, il y aurait des gens qui auraient le droit de faire des choses que d'autres ne devraient pas faire. L'Holocauste des Juifs par les nazis a encore renforcé ce côté « nous, à nous cela »,« nous, à nous, cela est permis ». Shaak y voit un grand danger, les prémices d'un processus de nazification du peuple israélien juif. Rien et personne ne lui paraît plus nuisible que celui qui proteste contre les crimes d'un Pinochet au Chili, par exemple, et qui se tait sur les violations des droits humains ordonnées par le socialiste Rabin, parce que le contexte dans ce dernier cas est Israël, d'autant plus que parfois on est fervent d'attaquer le Chili de Pinochet pour pouvoir se taire sur Israël, pire, pour faire taire les autres dans bien des cas. Ce passage est la préface de cet ouvrage. Le rédacteur de l'ouvrage lui-même écrit en termes particulièrement émouvants la souffrance palestinienne. Celui qui sait et qui se tait devient complice. La question est celle-ci. Serons-nous complices par notre silence? En écrivant, nous pensons en premier lieu à ceux de la région, mais aussi à tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se sentent concernés par ce qui se passe là-bas, à tous ceux qui sont animés par l'esprit de solidarité internationale, à tout homme ou femme qui ne peut se taire quand règne la torture. La vague d'arrestations qui déferle actuellement sur le pays est la plus étendue, et les tortures infligées aux détenus sont les plus cruelles et les plus abominables de notre histoire. Maurice Radfus, mon ami, écrit Retour d'Israël. Israël est constitué, dit-il, de citoyens libres comme pourrait l'être Athènes. La main-d'œuvre arabe des territoires occupés correspond d'une certaine façon à la masse des esclaves, qui permettait aux Athéniens de se sentir des hommes libres et fiers de l'être. Jacobo Timerman. Israël au Liban, la guerre des consciences. C'est dans 4 villes martyrisées, Tyr, 4 villes libanaises martyrisées, Tyr, Sidon, Vamour, Beyrouth, que cet éminent journaliste exprime sa rage devant les cadavres palestiniens laissés sans sépulture. Parlant du couple Sharon-Begin comme les fascistes les plus criminels de l'histoire mondiale, l'auteur écrit « Si par hasard la prudente télévision israélienne vient à laisser passer sur l'écran l'image d'un petit Libanais tué dans une guerre, où selon les reportages présentés en Israël, il n'y a pas de victimes, le Premier ministre n'hésite pas à évoquer les 1 500 000 enfants juifs envoyés dans les fours crématoires par les nazis et en dernier recours, l'histoire douloureuse de sa propre famille. » Page 17. Beyrouth, ville martyre, Beyrouth au Radour, Beyrouth, l'Idis l'a massacré. Un miroir impitoyable. Je veux parler également, avant d'en terminer presque, je veux parler d'Amon Kapeliouk. Sabra Shatila, enquête sur un massacre. Je suis tout à fait navré d'interrompre la plaidoirie d'un confrère. Je vous y répondrai, attendez. Monsieur le Président, je m'excuse d'interrompre un confrère, je sais que ce n'est pas l'usage et du tout les règles. On nous a dit, Monsieur le Président, je suis navré, on nous a dit qu'on allait nous parler des problèmes de notre temps. On est depuis un moment en train de... Maître Zawi, vous coupez, s'il vous plaît. Maître Zawi, je ne vous ai pas donné la parole. Vous n'avez pas le choix des arguments de la défense. Vous laissez la défense s'exprimer. Si vous voulez prendre la parole ensuite, je vous la donnerai. Je vous en prie, maître. Vous n'avez pas la parole. Je ne vous ai pas donné la parole, maître Zawi. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous aurez la parole tout à l'heure si vous voulez parler. Maître Boïta. Je vous remercie, Monsieur le Président, de ce geste significatif, puisque véritablement j'avais malheureusement demandé, je le constate malheureusement d'une manière inutile,
je m'étais efforcé de préciser à mes confrères d'en face, à tous les représentants des partis civils, je leur avais demandé cet effort. Je crois qu'ils n'en sont pas capables, comme les avocats de la défense en ont été capables en les écoutant à 39. C'est regrettable et je vous remercie, Monsieur le Président, de ce geste qui est pour moi tout à fait symbolique d'une justice sereine, tranquille, d'une justice, pour faire un pléonasme, d'une justice qui soit juste. Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, je souhaiterais conclure sur une affaire qui, certainement, reste douloureuse, une affaire, comme je le répète, qui ne se réduit pas à une affaire criminelle banale, mais qui représente un enjeu moral capital. Comme le disait Georges Bernanos, puisque les martyrs ont été jusqu'au bout de leur souffrance, nous leur devons d'aller jusqu'au bout de la vérité, même et surtout si cette vérité dérange. Le souvenir douloureux des victimes de 1942 ne doit pas assurer indéfiniment l'impunité des bourreaux de 1987, car, comme le dit un autre philosophe, c'est de la forêt elle-même que sort le manche de la hache du bûcheron. On sait qu'à la mort de Weizmann en 1952, Albert Einstein, alors professeur à Princeton, déclina l'offre qui lui était faite de devenir président de l'État d'Israël. Juste avant sa mort, en avril 1955, il avait énoncé de manière particulièrement prémonitoire un témoignage qui résume parfaitement ma conception du procès Barbie. Il disait « Il n'y a aucune différence entre les grands et les petits problèmes quand il s'agit de la vérité et de la justice. Il n'y a pas Barbie contre Shoah et rien à côté. Oui, en effet, il n'y a aucune différence entre les crimes d'hier et d'aujourd'hui, et ce n'est pas la haine d'un lieutenant sénile qui changera quoi que ce soit. Si votre honorable juridiction voulait jamais éduquer les générations montantes pour renforcer leur mémoire grâce à ce procès, je proposerai alors, au-delà de ce projet louable en lui-même, de recommencer ce procès en s'assurant de la comparution même simulée de tous les despotes sanglants, de tous ces dictateurs qui ont saigné l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale, d'un bilan complémentaire de 21 millions de morts pour 40 guerres, et l'hémorragie, malheureusement, continue. Ce n'est qu'à ces conditions que le symbole sacré d'une balance jouerait le rôle qui est le sien, celui d'une justice sans haine, sans mesure, autre que la vérité à une dimension humaine. Félicitons d'avance ceux et celles qui auront le courage, puisqu'il faut à tort l'appeler ainsi, d'assurer à la justice française la réalité de la trilogie révolutionnaire liberté, égalité, fraternité. Son honneur et sa noblesse sont au prix de cet effort admirable qui régénérera, j'en reste certain, le ressort altéré de la paix des nations. Bien sûr, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, mes chers confrères, je voudrais simplement apporter le mot de la fin. Les victimes du nazisme, Monsieur le Président, vous ont proposé de leur réserver la page blanche de votre jugement. À la mémoire de tous nos morts, à la mémoire de toutes nos douleurs, à la mesure de nos espoirs les plus sacrés, pourriez-vous inscrire ces quelques mots que l'univers attend fébrilement sur ce suaire des enfants d'Isieux, sur ce suaire des enfants de Sabra et Shatila,
sur ce suaire des enfants de Soweto, le peuple de France en toute humanité. Maître Bouaïta, nous vous remercions. Bon, alors, Maître Zaoui, vous vouliez dire quelque chose? Vous avez la parole maintenant. Monsieur le Président, peut-être pourrions-nous demander une suspension d'audience, car les propos qui ont été tenus sont d'une extrême gravité. Il ne suffit pas en quelques mots de répondre à mon confrère qui, pour expliquer la défense de Klaus Barbie, tente d'opposer les phénomènes et les faits d'histoire qui se sont passés à Sabra et Shatila et de les opposer aux crimes commis par Klaus Barbie et également aux crimes contre l'humanité du nazisme. Il est intolérable d'entendre normalement, tranquillement, sous prétexte que l'on va parler de faits d'histoire aujourd'hui. Il est absolument intolérable d'entendre que pour parler de la définition des crimes contre l'humanité telle que votre cour l'a entendu pendant 2 mois, d'entendre pendant 1 heure parler des faits, certes regrettables, graves, que la communauté internationale a réprouvés, mais qui ont fait l'objet d'enquêtes, que la presse a pu s'en occuper, a pu enquêter, et on vient aujourd'hui dire à votre cour, mais vous savez, Israël est aussi coupable que les nazis à l'encontre des Juifs. On vient vous dire, et on ne pourrait pas réagir, Israël est aussi coupable que ces nazis en ayant été complice des phénomènes et des faits qui se sont passés à Sabra et Shatila, et j'aurais aimé entendre mon confrère parler des massacres de Tal el-Zatar, de massacres des chiites par d'autres, des milices chrétiennes par des chiites, des massacres multiples qui se sont déroulés pendant cette période tragique et actuelle du Liban. Je trouve qu'il est absolument intolérable de laisser simplement votre cour entendre cela et demain de passer à l'examen du dossier par notre confrère Vergès. Je vous demande donc une suspension d'audience pour qu'un certain nombre d'entre nous puissions répondre, puisqu'aujourd'hui, on nous a dit en début d'audience, nous allons parler des problèmes de notre temps. Alors, les problèmes de notre temps ne sont pas l'apanage simplement de la défense. J'estime que les partis civils également peuvent parler des problèmes de notre temps. Le défenseur de l'État d'Israël. Et je tiens à dire que la défense et les avocats des parties civiles ont la liberté du discours et que les seuls juges, ce ne sont pas ni les avocats de la défense, ni les avocats de la partie civile, ce sont les jurés. Les jurés et la cour d'assises. Vous avez entendu pendant 10 jours les explications qui vous ont été fournies avec sincérité, vigueur, énergie par les parties civiles. Vous commencez d'entendre la voix de la défense, il m'apparaîtrait tout à fait anormal. Et je vous donne mon sentiment, car nous existons avec Lombard et Yanina Castelli dans cette procédure, et nous avons essayé de vous le montrer. Il m'apparaîtrait totalement anormal qu'à chaque argument de la défense, il y ait une riposte de la partie civile. Les débats ont été largement ouverts. Vous êtes ici pour juger. C'est à vous de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est bon et ce qui est mauvais dans l'argumentation adverse. On doit avoir le respect de la parole des parties civiles, mais on doit aussi avoir le respect, c'est une question de dignité, et je vous le dis, de la parole de la défense. Non, je vous en prie. Je demande le silence, s'il vous plaît. Je demande le silence, s'il vous plaît. Je demande aux services d'ordre d'être particulièrement vigilants. Si vous avez pu repérer la personne qui a sifflé, vous la faites sortir, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, 2 mots seulement. 2 mots. Avocat de la communauté juive dans ce procès, je ne suis pas l'avocat de l'État d'Israël. Je tiens seulement à m'associer solennellement à la demande qui vous a été faite par mon confrère Zaoui de suspendre cette audience pour permettre une réponse des parties civiles à ces accusations absolument ignominieuses qui n'avaient rien à voir avec le débat que nous avons aujourd'hui. Et je pense qu'il est important pour la sérénité des débats, puisque ces débats ont toujours été sereins jusqu'à aujourd'hui, que vous fassiez droit à cette demande de suspension d'audience. Oui, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais dire que je m'associe totalement à ce qui vient d'être dit par mon confrère Lafongue. Je crois que, effectivement, il n'est pas admissible, quels que soient les sentiments que les parties civiles puissent avoir lors de l'audition de l'argumentation de la défense,
il n'est pas admissible, car c'est un droit fondamental, que la défense soit interrompue par rapport à l'argumentation dont elle a la liberté et la responsabilité. Et de ce point de vue, pour la sérénité de ces débats, je souhaite que la Cour ne suspende pas cette audience, mais que, compte tenu des plaidoiries qui ont été faites, la Cour suspende l'audience pour la renvoyer à demain pour la poursuite de l'audition de la défense. Oui, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurés, à mon tour, je voudrais dire que pour des raisons de principe, je suis pour la libre expression de la défense à ses risques et périls. La Cour et le jury est souverain, ils sont capables d'entendre et d'apprécier. Dans ces conditions, effectivement, je déplore l'interruption de la plaidoirie de notre confrère algérien. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, les droits de la défense sont une chose, les droits de critique de la partie civile en sont une autre. Un des avocats de Klaus Barbie n'a pour ainsi dire pas été interrompu. Ce n'est qu'après sa plaidoirie que notre confrère Zawi s'est exprimé. Je dois donc dire que s'il est normal que la défense puisse s'exprimer librement et qu'elle assume les risques de ses arguments, notre droit à nous, et vous le savez, Monsieur le Président, vous nous l'avez rappelé, c'est d'ailleurs ce qu'avait exprimé Maître Noguer lorsqu'il avait prévenu que si on avait attaqué la résistance, il répliquerait. Notre droit à nous, ce sont les usages, c'est de répliquer. La défense ayant toujours la parole en dernier. Alors laissez-moi constater simplement que nous avons écouté longuement et normalement cet après-midi 2 avocats de Barbie, sans jamais aborder à aucun moment les faits qui sont reprochés à Barbie. Nous puissions répondre. Bon. Voilà. Monsieur le Président, je voulais vous dire que je m'associe à la demande de notre confrère Zawi pour une suspension d'audience afin que nous puissions répliquer à propos de l'État d'Israël en particulier, qui sont absolument hors du sujet et qui ont été tenus par notre confrère. D'autres interventions? Maître Vergès, oui. Monsieur le Président, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les jurés, nous avons ici sur les bancs de la défense, comme c'est l'usage, comme c'est la courtoisie, écouté les 39 avocats des parties civiles. Il y a des propos tenus par eux qui nous ont blessés. Nous nous sommes tus. C'était leur responsabilité. Ils avaient à intervenir et c'était vous qui, à la fin de ce procès, allez apprécier si ces arguments avaient pu vous convaincre ou non. On a produit en face, au cours des plaidoiries, des documents. Cela n'est pas l'usage. La défense n'a pas protesté contre cela. La défense a tout fait pour que ces avocats puissent s'exprimer sans être interrompus. À notre tour, nous nous exprimons et nous regrettons qu'un d'entre nous ait pu être interrompu. Nous sommes responsables de nos arguments. Ces arguments sont adressés à vous. Ils peuvent vous convaincre ou non. C'est à vous d'apprécier ces arguments. Nous n'avons produit au cours de ces plaidoiries de cet après-midi aucun document nouveau concernant l'affaire. Nous avons fait ce que les avocats d'en face et ce que Monsieur le procureur général a fait lui aussi, citer un certain nombre de textes, de documents qui sont publics, qui ne concernent pas le dossier lui-même, qui concernent le nazisme en général, le colonialisme en général. Ils l'ont fait. Nous avons accepté. Nous avons accepté parce que nous voulons que ce procès se déroule dans des conditions normales, parce que nous avons confiance dans le dossier et que nous allons plaider, parce que nous vous faisons confiance. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas, Monsieur le Président, ne pas nous opposer à la demande qui vient d'être faite, parce que si nous avions produit un document nouveau concernant les faits, effectivement, le débat n'aurait pas été contradictoire.
Les parties civiles auraient eu le droit de dire « vous avez réservé un document que vous ne nous avez pas montré, que vous produisez à la fin », comme eux-mêmes l'ont fait. Ce n'est pas le cas. C'est une interprétation. Demain, nous interviendrons à nouveau sur le dossier pour l'interpréter. Donner la parole à la partie civile aujourd'hui sur cet incident, ridicule. Serait demain les encourager à nous apporter la réplique sur l'interprétation que nous allons faire du dossier? Mais les débats sont clos. Ils ont eu la parole, ils ont plaidé le temps qu'ils ont voulu, nous plaiderons le temps que vous nous permettrez de plaider. Je ne vois pas, dans les usages des cours d'assises, ce qui autorise à répondre sur une interprétation. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc la défense, quant à elle, vous demande, accordez-nous une suspension d'audience si vous voulez, mais en tout cas, nous nous opposons à ce que les débats étant terminés, la partie civile qui a toujours l'esprit de l'escalier, veuille aujourd'hui poser des problèmes qu'elle n'avait pas songé à poser quand a eu la parole. L'audience est suspendue 10 minutes. Denis Salas. C'est une stratégie de défense, me semble-t-il, qui fait référence à un argument rhétorique assez classique dans les procès pour crimes contre l'humanité, que l'on appelle habituellement l'argument du tu quoque. Alors l'argument du tu quoque, c'est d'opposer en quelque sorte à ces juges qui s'autorisent à juger ce type de crime, leur propre crime commis à une autre période de l'histoire. Et en l'occurrence, Jacques Vergès avait fait citer un avocat algérien qui témoignait de cet état de colonisation dont la France était rendue coupable dans l'histoire. Argument qui consiste à retourner le crime contre l'humanité contre celui qui souhaite le juger. Et donc, d'une certaine manière, le culpabiliser et disqualifier, d'une certaine manière, le tribunal lui-même et les juges ou les procureurs qui mettent en œuvre ce type de scène judiciaire. Alors, il y a ce type d'argument, et puis il y a un autre argument qu'a, je crois, développé Maître Liebman dans le procès Barbie, qui est l'argument mémoriel, qui consiste à dire nous devons, dans ce type de procès, réaliser une équivalence entre la peine prononcée et la souffrance des victimes. Et à l'époque, Maître Liebman avait évoqué le fait que les enfants d'Isieux ont trouvé leur sépulture dans la condamnation de Barbie. On voit bien comment la peine portée par le devoir de mémoire devient à une fonction de sépulture pour des victimes, les enfants d'Isieux en l'occurrence. On a évoqué dans ce procès le génocide des enfants. On voit bien à quel point le mot juridique de génocide était connoté moralement, dans une sorte d'indignation morale et d'opprobre qui était véhiculée de cette manière-là. Donc le génocide et la peine qui est prononcée pour le juger a une valeur de deuil pour ces victimes et du coup effectivement et c'est la critique qu'on peut faire à cette mémoire non seulement incriminatrice mais aussi une sorte de mémoire pénale c'est une manière occulte totalement la réflexion que doit avoir le juge sur la peine juste qui doit être apportée dans ce type de procès, mais une peine juste n'est pas une peine directement conditionnée par des motifs émotionnels, si ce n'est effectivement qu'à ce moment-là, elle pourrait devenir aussi infinie dans le temps que la peine ressentie par les victimes dans leur émotion. Donc il y a là un double danger dont il faut se méfier. L'une qui pourrait fausser le procès par des considérations rhétoriques qui déplacent le centre de gravité stratégie de Jacques Vergès sur d'autres terrains, ce qui permet effectivement et très commode de totalement évacuer le débat, c'est une manière, en retournant contre les juges l'accusation que eux portent contre le criminel, mais c'est un autre procès qui pourrait avoir lieu dans un autre débat, mais c'est pas le lieu de le tenir dans cette instance-là. Et puis le deuxième risque, c'est cette absolue morale des victimes qui peut très largement conditionner, si l'avocat ne prend pas le recul nécessaire
pour s'en distancier, qui peut très largement conditionner la peine qui est demandée par les avocats porte-parole de ces victimes. On a vu quand même peu à peu dans ces procès à quel point la demande des avocats a évolué vers une demande pénale. Et ce qui était plutôt le rôle du procureur, qui est le rôle du procureur dans l'absolu. Mais dès lors que l'avocat, la partie civile, s'autorise à intervenir sur le terrain de l'État, du droit pénal, là je crois qu'il y a une confusion des genres extrêmement regrettable et qui pourrait effectivement provoquer des dérives en chaîne dans ce type d'affaires. Comparer les atrocités d'une guerre qui ne veut pas dire son nom à celles des nazis qui se sont employés à exterminer 6 millions de juifs et de tziganes, il n'en fallait pas plus pour faire réagir la partie civile, à commencer par Maître Zaoui. Un tribunal, selon lui, ne doit pas se transformer en tribune politique du tiers-monde et de l'Occident. Maître Zaoui au micro de Jacques Expert. Tout le discours auquel on a assisté tendait progressivement à venir vers une condamnation d'Israël, mais surtout d'événements qui se sont passés, dramatiques, et notamment Sabra et Shatila, et j'ai estimé qu'à un certain moment, on ne pouvait pas laisser passer n'importe quoi, et notamment lorsque j'ai entendu que l'on mettait sur le même plan les enfants d'Isieux, le massacre des enfants d'Isieux, l'arrestation, déportation, gazage d'enfants d'Isieux, dans le cadre d'une politique nationale-socialiste, d'une idéologie, et de mettre sur le même plan ce massacre des enfants d'Isieux avec les enfants de Sabra et Shatila. Je savais parfaitement que j'enfreignais les règles habituelles d'un procès d'assises qui se déroule dans des conditions normales. J'estime que ça n'est pas se dérouler dans des conditions normales que pendant une journée sur 2 mois, l'on vienne faire profiter d'une cour d'assises comme d'une tribune politique et un règlement de compte entre le tiers-monde et l'Occident. Je n'ai jamais été l'avocat de près ou de loin de l'État d'Israël. Simplement, j'ai estimé en tant que juif, en tant qu'homme, en tant qu'avocat, qu'on ne pouvait pas laisser dire n'importe quoi dans une cour d'assises. Le procès Barbie, une série de Dominique Missika, archive INA, extrait du film Hôtel Terminus de Marcelo Fulz, mixage Marie-Dominique Bougaud et Anne Le Guéhenec, réalisation Pierrette Perronneau. France Culture se met à l'heure d'été du 26 juillet au 29 août. Tout savoir, franceculture.com. Regardez cette grotte, Françoise. C'est une cathédrale du désert, ça. C'est majestueux. Nous allons devoir parler tout doucement. Nous entrons dans un temple. Est-ce que nous allons oser marcher sur ce sable, Françoise? Non, on va le contourner. C'est pas possible. Quelquefois, c'est pas possible. Les courbes sont tellement pures que quelquefois, il faut quand même savoir faire quelques pas de plus pour ne pas les détruire. Oh là là, l'ocre rouge. Et les petites alvéoles là dans le grès, on dirait des nids d'oiseaux, des nids de rondelles. Des sensations fortes, des horizons inédits, France Culture revêt les couleurs de mondes à redécouvrir le temps d'un été. Rotation dans les terres australes, chaque jour à 10h05, le voyage aux Caraïbes à 16h30, et la nuit venue, du Sahara en Ouzbékistan, de la Colombie à la Serbie ou l'Afghanistan,
Jusqu'aux mondes amérindiens, à l'écoute des tout premiers peuples d'Amérique du Nord, carnet de voyage à 22h30. Et puis alors, les tons, c'est l'intérieur d'un ventre, c'est tout à fait extraordinaire. Ocre rouge, ocre jaune, des brillances, des profondeurs, tout en contraste. Une immense arche. Des mondes, à chaque fois singuliers, sur France Culture, du 26 juillet au 29